Bonjour les amis. Il s'agit cette fois d'une capsule issue d'un chapitre bonus caché du livre La déprogrammation. Sacré Sylvain, petit cachotier. Ce chapitre s'appelle Top 10, en référence aux 10 pires présidents de l'histoire des États-Unis d'Amérique. Voici l'exemple le plus récent lors du montage de cette vidéo, illustré par ce très cher George W. Bush. Terminer cette page Ukraine, écoutez l'ancien président américain George W. Bush, il s'exprimait sur le conflit en cours et visiblement, il n'était pas très concentré. Les élections russes sont truquées. Et la décision d'un seul homme de lancer une invasion totalement injustifiée et brutale de l'Irak. Je veux dire de l'Ukraine. J'ai 75 ans. Alerte au Google! Je ne sais pas si le plus scandaleux est le fait de commettre un tel lapsus, ou le fait que les gens qui l'écoutent se mettent à rigoler face à ce propos. Toujours est-il qu'au même moment, au QG mondial des comploteurs, voici la réaction d'un des chefs responsables des scénarios. Une invasion totalement injustifiée et brutale de l'Irak. Je veux dire de l'Ukraine. No, God! No, God, please, no! 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 Oups, laissons-les travailler, visiblement ils ont encore pas mal de boulot. Bon, voyons voir où en sont Emma et Sylvain pendant que je vous parle. Ok, on y va quand tu veux. Ah, C'est bon? Moi, je suis parti, là. Ouais, absolument. Toi, t'as encore... Et t'as vu comme j'arrête pas de me tortiller, j'en peux plus. Hein. J'ai tellement chaud, c'est une horreur. Là où je suis, là, maintenant, il fait plus de 40 degrés dans la pièce. Hein. Attends, parce que j'ai la goutte au nez. Je fais de la condensation purée. Ah, c'est ça. Je me mouche dans ma robe, tu m'excuses, j'ai pas de mouche. Ah oui, c'est parfait. Moi aussi, m'en faire ça pendant ce temps-là, par solidarité. Ah, ça fait du bien, hein? Allez, soyons sérieux, Sylvain. Et mon poulailler s'en vient. Comment ça, tu vas faire des poules? Absolument, je vais avoir des poules. Avec Mais Caro, on a non. décidé d'avoir des poules. Ah, ça te va bien. Je t'imagine avec un petit chapeau de paille, un brin de blé bio, en Ouais. train de pendre comme ça. Ouais. Et puis, pourquoi tu veux des poules? Parce que je veux des œufs. Oui, mais pourquoi? Tu fais des gâteaux? Non, ouais, attends. C'est parce que j'aime les œufs. Mais Alors comme ça, le lundi, ça sera des œufs à la coque, le mardi, des œufs au plat, le mercredi, des œufs... ouais. C'est toi qui construis le poulailler? Non, on a acheté. Oui, parce que le poulailler au Québec, il faut prévoir pour l'hiver quand même. Hein. Elles ont un petit chauffage ou... Oh ouais, ils ont un remont de pente, ils ont une petite pente de ski, ça va être vraiment sympa. Ils ont le choix du ski alpin ou du ski de fond. Ah, les poules alpines. Ouais, les poules d'hiver, c'est bien les poules d'hiver, ça fait les œufs durs. Tu vois, Non, finalement, ouais. on va y arriver. Quand je t'ai connu, tu foutais tout dans le micro-ondes, maintenant tu fais tes œufs. Je sais pas ce qui se passe avec moi, mais j'aime beaucoup les animaux, j'ai toujours aimé les animaux, mais je voulais plus m'occuper des animaux. Mais maintenant, là, je suis rendu avec 2 chiens, un lapin, bientôt 4 poules. Je veux dire... Tu sais faire ça? Ouais, ok, on va calmer les artistes. Je crois qu'on va s'arrêter là et lancer la capsule. Allez, c'est parti. Alors, Ouais. t'es prêt? En diamo. Bonjour les amis, bienvenue dans le nouvel épisode de La déprogrammation avec Sylvain qui vapote et Ouais, comme moi d'habitude. qui essaie de garder mon sérieux parce que Sylvain, il dit comme d'habitude beaucoup de bêtises. J'essaye tant bien que mal de le garder sur le droit chemin, mais c'est dur. Et puis, on a un bonus caché dans le livre La Dépro et il n'est pas à la table des matières. Non. Et d'ailleurs, c'est pour ça que tu étais content de mettre ce bonus caché. Pourquoi tu as fait un bonus caché dans ton livre, Sylvain? J'ai trouvé ça juste drôle. En fait, c'est vraiment pas parce que j'avais l'impression que le livre était trop court parce qu'il était déjà trop long. mais c'est que en faisant des recherches sur plein de trucs là, qui marchent pas, je suis constamment tombé sur des classements des meilleurs présidents américains, OK? Et là, je regardais les raisons pour lesquelles on nous mettait qu'un tel ou un tel ou un tel était dans les meilleurs présidents américains. À chaque fois, mais ils sont complètement dingues, ils ont complètement oublié ce qu'ils ont fait. Alors, à un moment donné, je me suis dit, OK, je vais me faire mon classement des pires présidents américains pour bien saisir le problème. Puis c'est une espèce d'exutoire aussi. C'est le fun de dire, toi, t'es un con, toi, t'es un con, toi, t'es un con, et voici pourquoi.
Alors, ça s'appelle Top 10, ton bonus. Les amis, allez dans la barre d'infos de cette vidéo, vous retrouvez tous les liens pour commander les livres de Sylvain. Nous enregistrons pratiquement au mois de juin 2022, avant que tu sortes le 3e tome de la trilogie infernale. Ouais. On vous racontera les péripéties en coulisses, parce qu'on paye très cher le prix de la liberté d'expression et je vous raconterai plus tard tout ce qui se passe. Mais en tout cas, ce sont des bombes que tu lances. Et puis, donc, Top 10, bonus caché. C'est comme, j'en ai une ici aussi. Et puis, non, mais parce qu'en fait, Sylvain, il a la pêche parce que maintenant, il va avoir un poulailler. Il commence à manger bio. Et je disais, quand on a commencé à enregistrer nos capsules en juillet 2020, tu mettais tout dans le micro-ondes. On voyait que tu avais ta vitalité qui était quand même en peine. Et je te disais, tu sais, en Russie, c'est interdit le micro-ondes. Et ben, tu vois, finalement, tu as gagné en pêche. Tu as le poil brillant et l'œil vif, Sylvain. Franchement, merci. Par contre, je bois mon café froid. Hein, je dois quand même le spécifier. C'est sain. C'est dégoûtant, mais c'est hyper sain. Oui, c'est ça. Alors, tu nous dis, on notera que presque tous les présidents des 75 dernières années s'y trouvent parce que ces 3/4 de siècle couvrent toute la période des complots meurtriers et hypocrites de son histoire. Ouais. Ben, c'est effectivement ça. Puis en faisant le classement, ben, faut dire aussi, il y a la mémoire. C'est que, tu sais, il y a plein de présidents là, dont le passage dans l'histoire aujourd'hui est devenu synonyme de pas grand-chose. Comme on pense à Ulysses Grant. Bon, peu de gens le connaissent. Là. Ça a été un général hyper important pour Lincoln là, pendant la guerre civile. Mais quand il est devenu président, à son passage à la présidence, c'est comme il s'est rien passé. C'est triste, en fait. Mieux vaut créer des polémiques ou être détesté que de laisser les gens indifférents. C'est triste quand même. Hein. Oui, parlez en moi, en bien ou en mal, mais parlez de moi. Alors, par qui on commence? Tu veux faire... Parce que, évidemment, les amis, vous avez vu dans l'intro de cette capsule Bush Fiston, qui a 75 ans maintenant. Oui. Il a fait un joli lapsus quand même. Lui, il est dans le dernier de ton top 10. Ouais. Parce que c'est le plus récent de ton top 10, on va dire, quand tu as écrit le livre en 2015. Ouais. Ben, en fait, c'est le pire président qu'il y a eu dans l'histoire, en fait. Là, tu veux commencer par lequel? Est-ce qu'on commence? Je commence par le 10e. On fait le décompte et j'annonce tout de suite qu'il y a un bonus caché à l'intérieur de cette capsule-là. Ah, cool! Nous, on aime bien ça. C'est les poupées russes. Oui, on est les matriarches. Ben, c'est ça. En fait, c'est le chapitre sur les bonus cachés. Ça fait que donc, j'ai décidé de faire un bonus caché. Mais je peux te dire tout de suite, on va faire le classement des 5 meilleurs après. Ah, cool. De l'histoire américaine. Ça vous va, ça? Super. Ça me va très bien. Alors, ton 10, c'est Eisenhower, républicain, 1952 à 1960. Voilà. Ouais. Ben, Eisenhower, écoute, c'est drôle parce qu'il s'est réhabilité lui-même, puis il y a plusieurs présidents qui font ça. OK? C'est que Dwight Eisenhower, qui était le général en chef là, des forces américaines là, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, c'est lui qui commandait le grand débarquement qui est venu supporter un peu les Russes qui faisaient tout le vrai boulot de l'autre du côté Est. Et donc, Dwight Eisenhower, à la fin de sa carrière, j'en parle tout de suite, mais c'est qu'il s'est réhabilité en parlant du danger du complexe militaire industriel. OK? Et plusieurs ont dit, voilà un président qui parle. Oui, mais il a attendu la fin de ses 2 mandats pour parler. Hein. Et donc, c'était vraiment une forme de réhabilitation pour voir qu'il y a d'autres présidents dans cette liste-là qui ont fait sensiblement la même chose parce que ces présidents-là, pendant leur passage, il y avait eu tellement de troubles qui avaient été faits à l'international et à l'interne parfois, que c'est que leur conscience leur faisait mal à la fin. Et donc, c'est pour ça que Dwight Eisenhower, lui, ça a été... son passage a été absolument horrible. Premièrement, il faut aussi spécifier une chose, c'est que la plupart des présidents américains sont des marionnettes. On n'arrête pas de le dire. C'est que les politiciens, en fait, sont des marionnettes pour qui? Pour les mondialistes qui sont au-dessus de leur tête et qui contrôlent l'économie. Donc, la Federal Reserve et le consortium des banques internationales privées, comme le FMI, tout ça, sont vraiment à la tête là, de toutes les politiques. Puis, à l'intérieur des États-Unis, on a en plus
dans le fond, les deux organismes semi-secrets de la Commission trilatérale et du CFR, le Council on Foreign Relations, qui prennent les réelles décisions et qui sont transmises au gouvernement. Puis le gouvernement n'est que le porte-parole de ça. C'est pour ça que les présidents ont toujours besoin de 2 téléprompteurs à gauche et à droite. Et je soupçonne que plusieurs présidents apprennent pendant la conférence de presse que sont ces politiques. Ben, surtout dans le cas de Biden. Aussi, ils ont des bonus cachés, tu vois. Oui, c'est ça. Et Oui. bon, ils ont qu'à lire et qu'ils sachent d'avance ou pas, ça change pas grand-chose finalement. Donc, Dwight D. Eisenhower, lui, pendant son passage, dans le fond, c'est qu'il s'est passé un paquet de trucs vraiment horribles. Et qui ont un impact jusqu'à aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu la formation de plein d'organismes internationaux, mondiaux et globalistes. Ok, l'Union européenne s'est créée sous Eisenhower, puis c'est un projet qui a été piloté par les États-Unis. Donc, on voit que c'est un premier gouvernement global métadémocratique, disons, qui était instauré et ça avait été créé par les États-Unis. En 1952 aussi, ce qui est arrivé, c'est que le Allen Dulles, qui est le pire comploteur, un des pires comploteurs surtout de la première moitié du 20e siècle, a été mis à la tête de la CIA. Et ça, c'est des trucs qu'un président aurait pu arrêter. Mais il n'a pas arrêté. Et avec ça a commencé donc le cycle là, des renversements de gouvernement par la CIA dès que Allen Dulles est arrivé. Donc, on a renversé pour commencer Mossadegh en Iran, puis après ça, 53, je crois, ça a été au Guatemala, Jacobo Arbenz. Et il y a eu Patrice Lumumba au Congo en 1960 aussi qui a été assassiné. Et donc, c'est une série de crimes internationaux graves qui se sont passés là, sous le règne de Eisenhower. Et aussi, on a commencé, dans le fond, tous les problèmes en Indochine aussi étaient créés par la présence des Américains qui, eux autres, essayaient finalement de sortir toutes les colonies que la Deuxième Guerre mondiale n'avait pas réglées. Parce que les États-Unis, dans le fond, faut rappeler que la Deuxième Guerre mondiale, on sortait l'Empire britannique, on sortait, dans le fond, tous les pays colonisateurs de toutes les colonies, on les remplaçait par des bases américaines et on contrôlait l'économie des pays. Bon, l'Indochine n'était pas réglée encore. L'Indochine, c'est le Vietnam. Les amis, allez voir les capsules de Guerre et mensonges pour aller explorer tout ça en profondeur parce qu'on en a déjà parlé, même d'Eisenhower d'ailleurs. Oui, c'est ça. Donc Eisenhower, finalement, d'un bout à l'autre, ça a été comme du grand complotisme tout le long. Et tout se faisait. Tu sais, il n'y a pas eu de guerre majeure sous lui, mais tout ce qui s'est passé en dessous de lui, c'était de la préparation à un paquet d'autres troupes. C'est pour ça qu'il a décidé de se réhabiliter lui-même. En 9e position, on passe au prochain? En fait, voilà. Après, il y a un bond de 20 ans. Oui. Où là, tu nous as mis une petite pause et on arrive en 1980 où tu nous mets en 9e position Reagan. Reagan, un autre. Oui, puis bon, Reagan était sénile quand il est arrivé au pouvoir là, et c'était un ancien acteur qui avait fait un film avec un singe, un chimpanzé d'ailleurs, Gonzo and Me. Je trouve que c'est une belle métaphore pour l'ensemble de son passage au pouvoir aux États-Unis. Et aujourd'hui, on pourrait pas voir ça parce qu'évidemment, avec la variole du singe, Reagan sera en grand danger. La variole du singe! C'est fou, ils savent plus quoi inventer. Bon, anyway, on revient à Reagan. Reagan, en fait, son passage, ça a été, lui aussi, il a été une marionnette complète là, à l'intérieur de son passage. C'est quelqu'un, finalement, qui a rien fait. OK? Et il y en a beaucoup, il y a beaucoup de républicains qui disent... Il a sprayé, par contre, il aimait bien dépenser, lui, hein? Ah, lui, il était vraiment bon là-dedans. Là. Mais je veux dire, juste son programme Star Wars, là, son programme de guerre dans l'espace, là, à une époque où, de toute façon, les navettes sautaient dans le ciel. Et ça a été des dépenses
inutile, complète. Mais c'est surtout que sous lui, il y a eu des guerres horribles qui sont passées en Amérique centrale principalement. On a relancé pendant son règne, le scandale d'Iran-Contra, là, tout s'est fait pendant ce temps-là. Puis les Contras, c'était qui? Ben, c'était les Freedom Fighters de la CIA, au fond. C'était des gens qui étaient formés à Atlanta, là, à Fort Benning, à Atlanta, et à la School of Americas, et ils allaient finalement faire des meurtres au nom de l'Empire, pour essayer de descendre des gouvernements comme au Salvador et au Nicaragua, des gouvernements qui voulaient rester farouchement indépendants. Alors que Reagan soutenait des tortionnaires comme Somoza, là. Donc, il y a eu de l'importation de cocaïne massive pendant les années 80. C'était drôle parce que là, on a l'ironie de la femme de Reagan qui se battait là, comme ça, là, contre la drogue et l'importation de drogue, alors que sous son mari, ben, on avait institutionnalisé toute l'importation de la cocaïne parce que c'est grâce aux importations de drogue que la CIA finançait toutes ces opérations illicites. Et ça dure depuis les années 60. Donc, il y a eu pendant les années 80, on sait, la cocaïne aux États-Unis, il y en avait partout, là. Il y avait des lignes partout. Et voilà. Donc, Reagan, ça a été, ça a été une horreur d'un bout à l'autre, là. Tout son passage, là, c'est sale. Mais il y a toujours quand même, c'est fou, hein, c'est quand même assez simple, j'ai l'impression, encore à cette époque, probablement encore aujourd'hui avec d'autres leviers, mais les gens ont un capital sympathie parce qu'ils ont été acteurs, parce qu'ils ont été, tu vois, et Oui. en fait, finalement, on les flanque là, c'est tellement, c'est fou, hein, quand on regarde ça avec un petit peu de pause, on se dit, mais c'est dingue à quel point les gens se laissent berner. Oui. On fait ce qu'on veut, en fait, hein. Oui, mais on va voir grâce à notre bonus caché que le pouvoir présidentiel, c'est un réel pouvoir qu'ils ont. OK? Et ce qui arrive, c'est que parce que la plupart des présidents savent pourquoi ils ont été placés là. Et donc, ils connaissent très, très bien leur rôle et justement, ils ne se servent pas de ces pouvoirs-là pour arrêter tout ce qu'ils pourraient arrêter. Okay, comme bien opération. Et donc, c'est pour ça que les 5 meilleurs, eux, se sont réellement servis des pouvoirs desquels on les avait investis, alors que les 10 pires, c'est des gens qui ont laissé faire sous leur règne là, les pires horreurs et qui ont absolument rien arrêté. Mais Ronald Reagan, moi, sa phrase la plus célèbre, c'est toujours... Il avait fait une adresse à la nation en parlant des Contras, justement, que j'ai parlé, et il avait terminé en disant « I am Contra ». C'est ça. Imagine-toi. C'est ça. Je suis... un contrat, oui. Oui, puis un Contra, c'était quoi? C'était un meurtrier privé qui tuait des innocents. C'était ça, là, au Nicaragua. En tout cas. On va revenir un petit peu en arrière, hein, au tout début du XXe siècle avec Wilson, hein, qui, à lui, il a marqué quand même, parce que pas tout le monde sait, on a beaucoup parlé de la Federal Reserve déjà dans Guerre et mensonge, parce que tu commences Guerre et mensonge en expliquant comment, avec l'accord de Bâle, on peut créer finalement de l'argent ex nihilo. Donc là, on va parler un petit peu de Wilson. Toi, tu nous le mets en 8e position, parce qu'on fait de 10 à 1, hein, les amis, hein. Ouais, il vous réserve le meilleur pour la fin. Oui, le meilleur pour la fin. Oui, c'est ça. Le pire est comme le meilleur. Mais Woodrow Wilson, c'est quelqu'un d'autre qui s'est réhabilité à la fin de sa carrière. Hein. Il faut le noter parce que qu'est-ce qui est arrivé de pire sur Woodrow? Il est arrivé 3 choses finalement. Il est arrivé la Première Guerre mondiale. Il est arrivé le début de l'imposition sur les salaires des travailleurs. Voilà. Ça, c'est une grosse chose. Et la merdique Federal Reserve. Puis là, j'ai dû choisir mon mot là, merdique parce qu'on a plein d'autres mots ici au Québec pour décrire ces choses-là. Mais finalement, c'est que sous le règne de Wilson, au fond, c'est créé le début du cycle
dans lequel on est toujours pris aujourd'hui, c'est-à-dire c'était le retour de l'ingérence des banquiers internationaux dans l'économie américaine grâce à la Federal Reserve. Et le capital, hein? Oui, puis ça a tout changé à partir de là. Et ça s'est fait sous Wilson. Et quand je dis qu'il s'est réhabilité à la fin de sa carrière, c'est que il a lui aussi fait un speech là, sur le fait que ce qu'on a créé avec la Federal Reserve, c'est quelque chose de grave et qui va contrôler le peuple et tout ça. Oui, OK, mais pourquoi tu t'en es pas rendu compte à l'époque où c'était en train de se faire en décembre 1913? Tu sais, et il était trop tard, là, tu sais. Mais tu sais, la plupart des gens, Sylvain, ne savent pas ça, que, par exemple, tu parlais des impôts, que ça n'a pas été toujours le cas. C'est que maintenant, les gens, ils travaillent, ils trouvent que c'est normal, finalement, de donner 40, 50%, 30%, même un tiers ou 25% de leurs revenus pour des impôts. Mais c'est ce que tu dis. Toi, tu nous en parles vraiment bien en profondeur dans Guerre et mensonges. Oui, parce que c'est un système d'impôts qui a commencé sous Wilson, donc 1912-1920, si jamais. C'est ça. Et en 1913, c'est le début de l'imposition. Fin 1913, c'est la Federal Reserve. Et en fait, c'est que les guerres, puis la Première Guerre mondiale a servi principalement à quoi? Ça a permis à l'Angleterre d'aller chercher la Palestine pour préparer Israël, au fond. Mais ça a servi justement beaucoup d'endetter les pays par rapport à une guerre monumentale là, qui était la première Guerre mondiale et que maintenant, cette dette-là était due par les citoyens. Elle devait être remboursée par les impôts des citoyens. Et ce que tu nous disais aussi dans Guerre et mensonges, c'est que c'était en fonction de la création du moment où vous étiez prêts pour créer cette Federal Reserve que les dates des guerres suivantes ont été posées. Absolument. C'est extraordinaire quand même. Et c'était un plan, là. De toute façon, c'est aussi des choses qu'on peut aller lire dans Hope and Glory attends, c'est ça? De Carroll Quigley, qui était celui qui avait fait l'histoire là, du CFR parce qu'il s'était plongé dans les documents. Puis tu sais, noir sur blanc, au fond, là, tout le plan était écrit là, de la prise en charge de l'économie mondiale par une poignée de banquiers, tout ça. Et il fallait saisir l'économie américaine parce que ça faisait longtemps qu'elle était indépendante. Donc, c'était la Federal Reserve, ça n'a été que pour ça, que pour prendre le contrôle de l'économie américaine. Et c'est sous Woodrow Wilson qu'on l'a fait. Puis Woodrow Wilson a fait autre chose aussi. C'est lui qui, en 1921, au fond, a tout mis en place pour qu'on crée le CFR, le Council on Foreign Relations, dont il est devenu un des premiers membres. Oui, c'est ça, quand il était plus président. Et le CFR, c'était quoi? C'était au fond un think tank, mais qui était pour contrôler le gouvernement, de créer des politiques et tout ça et les transmettre au gouvernement. Difficile de savoir si au début le CFR avait le pouvoir absolu de dicter au gouvernement. J'ai essayé de trouver des trucs là-dessus, puis c'est difficile de déterminer là c'était quoi. C'est devenu avec le temps là, un réel pouvoir, surtout que maintenant le CFR contrôle la CIA. C'est probablement justement quand Allen Dulles, dans les années 50, a pris le contrôle de la CIA que le CFR est devenu le patron de la CIA et que le gouvernement avait plus un mot à dire sur ce que la CIA faisait. Là. Mais ils ont plus un mot à dire, ils peuvent plus commander la CIA, mais ils peuvent arrêter les opérations de la CIA par contre. Ils ont le pouvoir de faire ça. Donc... Sylvain, on est en train de monter en puissance parce que je vois que le prochain, on en a entendu beaucoup parler et quand on connaît justement la façon de, comme je dis toujours, on vous fait regarder à gauche et on vous attaque à droite. Oui. Finalement, quand on passe maintenant à Bill Clinton, c'est le 4e président dont on parle maintenant. Là, on fait un saut, on est dans les années 90. Lui, il est resté de 92 à 2000. Alors lui, ce qui est quand même extraordinaire, c'est qu'on a parlé sur tous les canaux de sa petite relation avec la Monica. Là. Oui. Et pendant que tout le monde était en train de se positionner, mais est-ce qu'on est pour ou contre l'adultère? Est-ce que c'est bien ou pas ce qu'il a fait? Finalement, derrière, il y avait des choses gravissimes qui se sont passées.
Ben Hein? oui, non, c'est vraiment ça. Puis même la raison de sa destitution, je crois que ça n'a rien à voir avec les pipes de Lewinsky dans le bureau ovale. Je pense pas non plus. Non, c'est ça. Surtout que c'est quand même d'un banal. C'est pas que je prends position sur le fait que ce soit bien ou pas. Je dis juste que depuis que le monde est monde, c'est comme ça. Oui. Je veux dire, à un moment donné, il faut arrêter de faire les vierges effarouchées. Oui. Et puis, il n'y a pas besoin d'être président pour que ça se passe comme ça au bureau, hein, parce que. Hein, Ouais. bon. Je sais pas si Je ne donnerai pas de nom, mais j'en ai Non, beaucoup. c'est ça. Je sais pas si je t'ai déjà dit, mais c'est ce que Monica Lewinsky a déjà dit en arrivant à la banque de sperme? Pardon? Est-ce que tu sais ce que Monica Lewinsky a dit en arrivant à la banque de sperme? Non, je ne sais pas, Sylvain. J'ai peur de Pour un ta... dépôt. Les amis, Ok. pardonnez-nous. Non, tu Si la vous gardes entendez pas, ce là. passage, c'est que Pascal a estimé qu'il était très drôle. Et C'était une vieille absolument pas blague qu'on censurable. avait. Oui, c'est ça. Oh ben mince, à la fin, de toute façon, comme on peut plus dire et qu'on nous censure partout, ben Sylvain, il a besoin de s'exprimer, c'est comme ça. Mais, mais Clinton, c'était encore là l'horreur. À quoi on peut l'associer? Ben, il y a plusieurs choses. Il a fait des trucs qu'on se rappelle moins. C'est qu'il a imposé à l'armée américaine la vaccination contre l'anthrax. Et ça avait été, en fait, c'est probablement la raison réelle de cette destitution. Ok, d'accord. Ouais, c'est ça. Et ça, je ne savais pas, même à l'époque de la déprogrammation, mais en fouillant dernièrement, j'ai retrouvé ces trucs-là. Et tout le Pentagone était pas très de bonne humeur et ça allait en plus parce que c'était un vaccin qui était expérimental à l'époque. Donc, lui, il l'a imposé. Oui, c'est un grand classique. Hein. Oui, je sais. Mais maintenant, c'est un classique, mais à l'époque, ça ne l'était pas. Et donc, il a quand même fait ça. Qu'est-ce qu'il a fait, Clinton? Ben, en gros, il a démoli la Yougoslavie. Il a démoli toute l'Europe, une partie de l'Europe centrale. Ça a touché Kosovo, Serbie, Croatie, Monténégro et j'en passe. Donc, et ça a été des attaques sauvages. Tu sais, aujourd'hui, là, c'est fou parce qu'on nous dit que la Russie attaque l'Ukraine et qu'ils font ci, ils font ça, ils bombardent. Ben, la Russie essaie de faire attention aux populations. On essaie d'ouvrir des corridors pour évacuer là où l'armée ukrainienne se cache, autrement dit, mais pour évacuer les civils et tout ça. C'est tous des trucs qui n'ont pas été faits là, à l'époque là, où l'OTAN a décidé de démolir la Yougoslavie. Et ce qu'on essayait de démolir aussi, c'était quoi? Ben, c'est diviser le pays là, en plusieurs parties parce que c'est plus facile à gérer. Puis il y avait des troubles à l'interne quand même parce qu'il y avait des tensions entre plusieurs peuples. Mais ce qu'on visait principalement, c'était la Serbie. Parce que la Serbie a toujours eu un penchant un peu pro-russe, là, un peu beaucoup même, pro-russe. Et le président Milosevic était l'homme à abattre, je dirais, par l'opération dans les années 90 qui s'est fait sous Clinton. Et Milosevic, c'est fou parce qu'il a été qualifié de criminel de guerre, il a été exécuté et tout, emprisonné par la Cour pénale internationale. Et finalement, tout ça s'est avéré faux. Là. C'était tout sous des fausses accusations de génocide à gauche et à droite. Alors que l'OTAN, elle, s'est absolument pas gênée pour faire, je crois, quelque chose comme 50 000 sorties aériennes pour bombarder aléatoirement, pas des cibles militaires, mais le civil, les stations de télévision, les blocs appartements, les écoles. Et c'était un carnage là, complet. D'ailleurs, la plupart des soldats de l'OTAN et des commandants de l'OTAN qui sont revenus de là sont revenus comme ça de ce qui avait été commis dans la région. Puis on sait que depuis, c'est le Kosovo, la Bosnie, c'est devenu des plaques tournantes de l'héroïne afghane. Tu sais, c'est une démolition complète, incontrôlée par l'OTAN et par Clinton, de Bill Clinton, le beau, de la Yougoslavie. Et, lui, après sa présidence, il a aussi été dans ces trois sociétés dont on a beaucoup parlé. Hein. Oui. Commission trilatérale, Bilderberg, CFR, Commission des Affaires étrangères. Oui, puis en fait, là, Bill Clinton, là, autant, je dirais que c'est un des pires présidents, pas seulement pour ce qui s'est fait pendant son passage à la présidence, mais pour tout ce qu'il y avait avant et tout ce qu'il y avait après.
parce que l'ensemble de l'œuvre de la carrière de Clinton est une farce monumentale là, au point de vue de l'humanité, parce que alors qu'il était gouverneur de l'Arkansas, il y avait un aéroport qui s'appelait Mena en Arkansas, et c'est par là que transitait toute la cocaïne d'Amérique du Sud qu'on récupérait dans le deal Iran-Contra, c'est-à-dire acheter des armes à l'Iran, qu'on allait porter au Contra, les Contras payaient en cocaïne qui venait d'Amérique du Sud, et là, les pilotes de la CIA ramenaient ça à Mena en Arkansas, et le beau Bill Clinton, avec sa gueule un peu JFK, lui fermait les yeux complètement là-dessus et était probablement coquet à l'os, c'est ce que tout le monde disait, justement. Oh, Donc, qu'est-ce que tu es mauvaise langue, Sylvain. C'est une pure coïncidence, voyons. ben, parlant de mauvaise langue, le bureau ovale, quand même. Mais bon. C'est vrai que tu vois ce que tu dis, c'est quelque chose que j'ai noté aussi pour Macron, parce que je me questionnais comment ça se fait que les gens votent pour Macron au départ. Hein. Tu vois, ce petit gamin qui arrive là, comme ça. Bon, en plus quand on sait le CV qu'il a. Et puis il y a beaucoup de gens qui disaient oui, mais comme il est jeune et beau, on fait confiance. Tu vois, mais dans tu sais, ça joue quand même beaucoup. Hein. Je pense que c'est quelque chose qui, malheureusement, on appelle ça en neurosciences la mignonitude. C'est neuro-ergonomique de regarder quelqu'un de plutôt bien, ou du moins qui correspond à certains critères, parce que on a plus tendance à faire confiance à un visage harmonieux, on s'entend évidemment, que à quelqu'un qui a une sale tronche, quoi. Oui, non, je comprends. Ben en fait, si on regarde, c'est que il y a quand même 2 présidents américains qui ont été élus et qui avaient quand même des traits qui ressemblaient à John F. Kennedy. Ça, c'est quand même intéressant parce que Jimmy Carter, quand il était jeune, et Bill Clinton, les deux avaient une gueule un peu similaire à John F. Kennedy, puis qui lui inspirait la confiance, inspirait bon père de famille, liberté. Responsable. Oui, c'est ça. Donc, l'image est pas difficile à vendre, effectivement. Et Monica Lewinsky semble particulièrement s'en être entichée. Mais c'est ça, ça reste que Clinton est une horreur. Là. C'est humainement une horreur. Puis, et sa femme aussi, d'ailleurs. Hein. Et sa femme qui est pire, qui va avoir tué Kadhafi, elle, et qui va en avoir ri publiquement. Et puis Clinton, ben, comme tu le dis, il a été membre de la commission trilatérale, membre du CFR, invité au groupe Bilderberg à répétition. C'est un comploteur à temps plein. C'est quelqu'un qui n'a fait que de la politique sale pendant tout l'ensemble de sa carrière et non pas seulement ses 6 ans ou 7 ans au pouvoir à Washington. Donc, si tu veux bien, on va aller voir un petit peu la famille Bush, parce que juste avant lui, il y avait Papy Bush qui était aux commandes. Oui. Et tu nous dis, difficile de croire qu'un Bush peut se retrouver aussi loin que la 6e place dans la liste de la médiocrité présidentielle. Pourtant, il mérite vraiment son déclassement derrière plusieurs autres présidents qui furent bien plus atroces que lui. Oui, ben, en fait, son passage a été court. Son passage de Bush senior a été court parce que il n'a fait qu'un seul mandat. Ce qui est quand même étonnant si on regarde, parce qu'il faisait l'affaire. C'est quelqu'un qui faisait l'affaire. Là. Bon, premièrement, il avait été directeur de la CIA. Donc, en partant, tu sais que c'est quelqu'un qui aime trucider pour s'amuser. Et donc, d'ailleurs, à l'élection de Reagan, ben, il y a eu une tentative d'assassinat sur Reagan là, en 1980. Et ça n'a pas été très long que tous les regards pointaient vers Bush senior qui était vice-président. Donc, ça lui aurait donné la présidence, là, un peu comme Lyndon Johnson et JFK. Mais surtout qu'il venait de sortir de la CIA comme directeur de la CIA. Et donc, le Bush senior, c'est quelqu'un qui faisait pas bien les choses, là. et sous son règne, très court d'un mandat, ben, on a démoli l'Irak. On a quand même démoli l'Irak, ce qui est pas rien. Et on a démoli l'Irak sur une traîtrise. Parce que, au fond, Saddam Hussein avait demandé la permission pour pouvoir aller au Koweït, parce que le Koweït exploitait des champs pétroliers qui étaient à l'intérieur du territoire de l'Irak, dans un désert, là. Et ça faisait un petit bout de temps que Saddam Hussein voulait sortir les Koweïtiens de là.
Et donc, on a demandé la permission, si on attaque le Koweït et qu'on sort le Koweït de l'Irak, est-ce que vous allez faire quoi que ce soit? Et là, l'ambassadrice américaine, April Glaspie, je crois, qu'elle s'appelait, avait dit non, c'est pas de notre cours, tout ça. Et dès que Saddam Hussein est entré au Koweït, ça a été aux États-Unis. Et là, on a eu quoi? On a eu l'opération sous faux drapeau des pouponnières, les fameuses pouponnières. C'est-à-dire qu'on avait celle qu'on ne savait pas à l'époque, qui se disait infirmière, mais qui était en réalité la fille de l'ambassadeur du Koweït et qui est apparue devant le Congrès pour dire que les méchants Irakiens étaient venus dans les pouponnières voler les incubateurs et tous les bébés s'étaient retrouvés sur le sol. Bon, c'était une histoire qui était fausse là, complètement, mais ça avait permis de lancer Desert Storm, qui était la tempête du désert, qui était menée par qui? Le général Schwarzkopf. Essaye pas de l'épeler, c'est quelque chose à écrire. Là, à chaque fois que je l'écris, il faut que j'aille voir Wikipédia. Mais le général Schwarzkopf, qui était celui qui était en charge de l'opération Ajax quand on avait renversé Mossadegh en Iran en 1953. Donc, il va avoir, ça va être quand même atroce, là. Madeleine Albright, qui était secrétaire d'État, avait un peu minimisé les 500 000 enfants irakiens qui étaient morts dans les bombardements et tout ça, en disant que tout ça en valait la peine. C'est quand même quelque chose, hein? Ouais. C'est vraiment le panier de crabes, hein, tout c'est. Oui. Hein, puis pour défaire les nœuds de tout ça aussi, c'est toute une histoire et une aventure. Bon, on arrive, on va revenir un petit peu en arrière. Au milieu de ce top caché, ce bonus top 10, avec Nixon. Alors toi, ça commence, première phrase, Nixon n'a rien apporté de bon au monde. Voilà. Effectivement. Un peu comme Clinton. Les saloperies de Nixon ont commencé avant qu'il soit président. Et c'était alors qu'il était vice-président sous Eisenhower. Parce que, on parle encore Allen Dulles qui a été mis à la tête de la CIA en 52. Et bon, ce qui est arrivé à partir de Nixon, la vice-présidente, en 1900, fin des années 50, début des années 60, c'est qu'on commence à voir quoi? On commence à voir un amalgame entre les opérations de la CIA et celles de la mafia. OK? Et ils deviennent tranquillement comme ça. Puis, au fond, c'est que on a commencé à financer les opérations illicites de la CIA au début des années 60 par l'importation de drogue. OK? Ça a commencé là. Et là où il y a eu un mariage entre les deux, c'est alors que Nixon a préparé l'opération Mongoose, qui était l'invasion de la baie des Cochons pour renverser Castro. C'est Nixon qui pilotait ce projet-là, qui a foiré monumentalement, donc, parce que l'ensemble de la carrière On a parlé déjà de ça dans une capsule où tu avais donné les exemples de tous les... Ça me faisait penser un peu à l'inspecteur Clouseau dans Pink Panther, tu vois, à chaque fois qu'ils essayaient de faire un coup, ça tombait à l'eau. Il y a 10 tentatives d'assassinat. Oui, puis toutes les tentatives sont loufoques, c'est grotesque, et c'est des choses qui sont... ou je sais pas quoi, là. Et c'est documenté, là, ces choses-là, là. Et ça s'est fait justement, là, c'était Nixon avec la CIA, avec la mafia, et ils travaillaient tous ensemble. D'ailleurs, la mafia avait donné $1 million pour financer la campagne de Nixon. C'est quand même quelque chose, là. Oui, à l'époque en plus, parce que là, lui, il a eu son règne à 68, 73. Oui, donc ça fait, si on reporte ça en 2022, c'est sûr que ça fait pas 1 million. Non. Et mais c'est ça, c'est que Nixon, c'était quoi? C'était une escalade dans la guerre du Vietnam qui est arrivée. On a même entendu Nixon qui voulait laisser tomber des bombes nucléaires sur le nord du Vietnam. Donc ce gars-là, ce type-là était détraqué là, à la base. Sous lui, on a eu l'opération Phoenix au Vietnam, qui était une opération de génocidaire là, complètement, où on voulait
tout simplement trucider tout ce qu'il y avait de pro-nord vietnamien là, à l'intérieur du Vietnam, ou qui avait des tendances communistes, mais on parle de gens qui étaient des paysans, c'était pas des combattants du tout, là. Ça cultivait le riz, tout ça, mais on entrait dans le village, on rasait tout, on tuait tout le monde, puis on s'en allait. C'était ça l'opération Phoenix. Et il y a plusieurs films de guerre du Vietnam qui parlent de cette opération-là, qui était une monstrueuse. Ça s'est fait en 69. Principalement. Donc, c'est sous Nixon que ça s'est fait. Et puis, on a préparé aussi tout le renversement de Allende au Chili. Sous Nixon, ça a été la même chose. Puis, un peu comme Clinton, son règne finit sous le scandale du Watergate, où on essaie de voler des documents sur la campagne, mais c'était rien là, comparé à toutes les monstruosités que ce type-là avait fait. C'est de la distraction. Absolument. C'est ça. Oui, c'est ça. Oui. C'est que je pense que maintenant, les amis, vous avez de plus en plus ce réflexe-là, si c'était pas déjà le cas avant, mais maintenant que vous suivez Sylvain depuis plus de 2 ans, dans nos aventures, on se rend compte que le mécanisme, il est toujours identique. Ce qui change, ce sont les marionnettes, les couleurs, voilà. Mais il y a quand même toujours ça. On a besoin de divertir les gens pendant que derrière, on a des stratégies, on a des visions, surtout à long terme, parce qu'une fois de plus, comme tu nous le dis, ils ont tout leur temps. Ça, ce sont des projets qui se font sur des générations et générations. Et puis, nous, on nous apprend pas à penser à long terme. On nous apprend court terme. Donc, forcément, on comprend rien si on s'arrête à court terme. Pour les gens qui sont réveillés aujourd'hui, ils ont commencé à comprendre le principe que quand une opération va mal, il va sortir quelque chose tout à coup pour la couvrir, et ce qui fait que les médias vont complètement détourner l'attention des gens et l'opinion des gens vers autre chose. OK? Quand c'est devenu évident que la pandémie était une pandémie et que les réalités étaient en train de sortir sur les vaccins, les trucs comme ça, qu'est-ce qui est arrivé? Pouf, l'Ukraine. Et là, toute l'attention. Et c'est pas Poutine qui avait décidé là, l'Ukraine. Là. On avait complètement provoqué à ce moment-là l'invasion de l'Ukraine qui était devenue incontournable pour Poutine. Mais donc, ce qu'on a voulu, c'était détourner l'attention. Maintenant que Mariupol vient d'être complètement libéré en Ukraine et que la guerre ne va vraiment pas bien pour les Ukrainiens parce qu'on n'arrête pas de nous dire que la Russie est en train de s'enliser, mais la réalité, c'est que les Ukrainiens sont déjà aplatis. L'armée ukrainienne est déjà aplatie. On nous sort quoi? La variole du singe. Oups, on nous ramène vers les microbes. Et c'est toujours ça. C'est pour détourner l'attention toujours, pour nous faire oublier finalement ce qui se passe. Et dès que ça a commencé à aller mal en Syrie, les médias ont commencé à détourner l'attention. C'est toujours comme ça. Alors, tu parlais justement des coups d'État tout à l'heure. Il y a eu un coup d'État qui nous a marqué, dont on a beaucoup parlé dans nos capsules, c'est le meurtre de Kennedy en 63. Et un des présidents qui est le suivant de ta liste, Johnson, lui, il a commencé justement sa présidence en 63 pendant 5 ans, jusqu'en 68. Pourquoi tu l'as mis dans ta liste, celui-là, là, le Johnson? Premièrement, il a fait un coup d'État. Donc, c'est lui qui a lancé toute l'opération de l'assassinat de Kennedy. Ça fait que déjà, en partant, prendre le pouvoir sur un coup d'État, ça en fait un personnage pas très charmant. Mais en plus, c'est qu'il y avait... Kennedy représentait quand même l'espoir, l'avancement, le changement, un réel changement là, par rapport au système américain qui était corrompu d'un bout à l'autre. Et donc, Johnson a volé cet avenir-là aux Américains. Parce que c'est difficile d'imaginer jusqu'à quel point le monde serait différent si John F. Kennedy avait pu faire 2 mandats. Et que peut-être Bobby aurait pu en faire 2 après. OK? Mais parce que ça aurait complètement changé là, toute la politique à l'intérieur des États-Unis, les politiques de tension raciale, d'inégalité sociale, puis même au niveau mondial, eux autres étaient pour la désescalade de tout, de toutes les guerres et tout ça. Et donc, les frères Kennedy étaient partis pour réellement changer le monde. En tout cas, celui qui tournait autour du mondialisme et de l'Empire américain.
Et donc, Lyndon Bing Johnson nous a volé ça. OK? Et pour ça, ça en fait déjà une merde. Mais en plus... On a entendu ce que tu as dit. Hein. Oui, je sais. Mais en plus... Là, tu l'as dit dans ton t-shirt, mon intro. Oui, j'ai fait ça comme ça, une merde. Mais il y a rien de moins que ça, en fait. Parfois, c'est surtout toi, moi, les citoyens peuvent pas faire grand-chose contre ces gens-là, contre ce qu'ils nous font et qui ont des impacts sur nos vies complètes. Alors, si on peut se permettre de temps en temps de lâcher notre fiel, ben voilà, c'est fait. Mais c'est ça. Et sous lui, ben c'est quoi? Ben lui, alors que Kennedy est en train de mettre un terme aux opérations au Vietnam, dès que Lyndon B. Johnson est rentré, pouf, ça a été le contraire. On est reparti de l'autre côté et on a lancé la guerre du Vietnam sous Johnson. Et quand je disais l'hypocrisie totale de ce personnage-là, c'est un personnage qui était, quand il avait été gouverneur du Texas, il avait fait éliminer plusieurs personnes. Il y avait même son tueur à gages personnel qui s'appelait Malcolm Wallace. C'est connu. Sa sœur est disparue parce qu'elle était embarrassante pour la famille, parce qu'elle était alcoolique, puis elle faisait des folies et tout ça. Puis il y avait un Henry quelque chose qui était, dans le fond, à la tête du ministère de l'Agriculture du Texas, qui a été aussi éliminé parce que ses politiques n'allaient pas dans le même sens que celles du gouverneur Lyndon B. Johnson. Et donc, ça disparaissait un après l'autre, là. Et donc, c'est quelqu'un c'est pas très étonnant que JFK ait disparu et que lui soit devenu président de cette façon-là. C'est quelqu'un qui trucidait les gens pour le pouvoir. Et l'hypocrisie, c'est que il a repris la plupart de ce qu'il y avait sur le programme Kennedy à l'intérieur sur l'égalité sociale, l'égalité des races et tout ça. Et il a repris ça sous son compte à lui. Et à cause de ce qu'il a fait à l'intérieur des États-Unis, il est souvent considéré comme un des 5 meilleurs présidents de l'histoire américaine par les mainstream. Okay? Et surtout, la vitrine, une fois de plus, c'est le conte du loup qui est déguisé en agneau. Nous, on a le petit chaperon rouge, mais c'est tellement ça, en fait. Oui. Tu vois, c'est pas très créatif au final. Hein. Non, c'est juste que ça a des portées beaucoup plus vastes. Mais malheureusement, on n'a pas appris à l'école d'avoir l'esprit critique et le discernement. Souvent, évidemment, ces belles vitrines qui font joli, tous ces mots valises dans lesquels on flanque n'importe quoi, la solidarité, le respect. Encore une fois, on est toujours dans des beaux discours, mais derrière en coulisses, c'est hallucinant. C'est vrai que au début, quand on débarque là-dedans, ça peut être la douche froide pour les personnes qui justement peuvent élire un président parce qu'il a un capital sympathie, comme je le disais tout à l'heure, avec la millionitude. Hein, c'est un fait en neuroéconomie. Mais là, je crois que les gens deviennent de moins en moins naïfs avec tout ça. D'autant plus, tu vois, là, si tu veux bien, on passe au prochain parce que l'heure passe, tu sais qu'on est... Ah, ça avance, hein? Ça avance. Hein. Ouais. Et puis toi, tu parles beaucoup, en fait. Moi, je parle pas, mais toi, tu... Oui, je sais, mais là... Tu sais, là, on parle quand même de un qui a eu un capital sympathie dingue. C'est Barack Obama, qui est le prochain. Ça, c'est... Écoute, lui, quand il a passé, tout le monde, c'était l'espoir. C'était l'espoir, le monde, voilà, vraiment, hein, toutes les personnes étaient tellement heureuses. Pourtant, il a reçu le prix Nobel, un ou deux prix Nobel de la paix. Il a pris le prix Nobel de la paix en 2008. Un seul. Bon. Ouais. Il a fait combien c'est de guerres? C'est un trop quand même. Combien de guerres? Oui, mais c'est ça. Je sais même plus le résumé de toutes ces saloperies qui se sont passées. Tu sais, quand on parle d'hypocrisie, la cime de l'hypocrisie, c'est Obama, là. Premièrement, c'est l'espoir noir. Mais en même temps, c'est quoi? Sous Obama, ont eu lieu le plus grand nombre de crimes raciaux aux États-Unis par les policiers, entre autres. Donc, c'est du flan, là. C'est vraiment, là, c'est complètement le contraire de la réalité et tout le monde le voyait comme quelqu'un de suave, quelqu'un un dandy, là, une espèce de dandy hyper intelligent qui est en contrôle de tout et il est en contrôle d'absolument rien, là, à l'intérieur du pays, là. C'était vraiment, c'était la marionnette parfaite. Obama n'a jamais pris une décision
pendant tout son passage à la présidence américaine. Sous lui, ça a été la création d'ISIS. OK, c'est quand même pas peu. On a tué Kadhafi et démoli la Libye. Il y a eu tous les printemps arabes en 2011 se sont faits pendant son règne. On a démoli encore l'Irak, on a continué, mais la Syrie, on a lancé la Syrie aussi. Donc, c'est comme une vague de destruction complète du Moyen-Orient qui s'est fait sous Obama pendant qu'il faisait son dandy, son cool. Oui, puis sa femme aussi qui était sur tous les émissions sympas sur les chaînes de télévision aux États-Unis, oui. Et qui, elle aussi, s'est fait un capital sympathie, mais énorme. Enfin, moi, c'est vrai, quand tu vois les mainstream là-bas, c'est dingue, elle était partout, du fitness. Enfin, c'est sûr que là, au niveau de la stratégie com, c'était nickel. Hein. Franchement, nickel. Toi, ce que tu dis dans ton livre, il a aussi renversé un gouvernement élu démocratiquement en Ukraine, mais surtout, il a déployé des armes nucléaires dans les pays de l'Europe de l'Est, membres de l'OTAN, en les pointant vers la Russie, plaçant toute la Terre en équilibre sur le bord d'un précipice dont on ne pourrait jamais revenir. Oui, mais c'était ça, Obama. Et c'était quoi aussi? Il y a la crise économique de 2008 qui s'est passée sous lui. Et comment ils s'en sont sortis? Ben, Obama a fait des emprunts de trillions de dollars à la Federal Reserve, donc à des banquiers privés, en réalité, qui ont créé cette fausse monnaie-là. Pourquoi? Pour sortir de la faillite les banques milliardaires qui avaient créé cette crise-là. Qui avaient créé les problèmes des subprimes, tellement de gens à la rue. Oui. Et ça a impacté effectivement tout le monde ici, partout. Ça a pratiquement doublé la dette américaine. Hein, et donc, on parle de générations d'Américains qui pourraient être endettés à cause du règne d'Obama. Donc, Obama, c'était une ordure. Les gens, souvent, n'ont pas encore le réflexe de penser que, justement, c'est sur la tête des enfants qui suivent que la dette se répercute. Les enfants naissent avec déjà une dette énorme sur la tête, alors que cette dette n'est pas publique, c'est une dette à une entité privée. Absolument. Non, mais c'est hallucinant. Mais allez voir vraiment les vidéos les premières vidéos de Guerre et Mensonge, je t'explique bien ça. Bon. C'est dedans, Truman. Allez, on arrive bientôt au premier. Le plus vieux de la gang, c'est Harry Truman. En fait, Truman, lui, je le résume à trois événements. Hiroshima, Nagasaki et la Corée. Donc, c'est pas mal quand même, hein? C'est quand même beaucoup. Bon, tout le monde le sait, tout le monde qui me suit maintenant le sait, c'est que au fond, on n'avait pas besoin de lâcher une bombe nucléaire sur le Japon, une bombe atomique sur le Japon pour s'assurer de la reddition du Japon. Elle était déjà en négociation depuis longtemps. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a voulu, parce que ça faisait longtemps qu'on travaillait, plusieurs années qu'on travaillait sur le projet Manhattan, là, Robert Oppenheimer, sur la création de la bombe atomique, et on a voulu simplement l'essayer sur une ville pour montrer la puissance de l'arme, pour faire peur. Parce que c'était vraiment une opération de vous pouvez plus rien contre nous. Donc, ça a lancé la guerre froide à partir de ce moment-là. Et la technologie s'est étrangement retrouvée en URSS aussi en même temps. C'est quand même drôle. Et surtout quand tu sais que les mêmes banques financent et à la fois l'URSS, la Banque centrale russe à l'époque, et le côté américain, la Federal Reserve. Donc, l'arme se retrouve des deux côtés. On est toujours dans une tension. On dépense les dépenses militaires à partir de là. Donc, Truman, c'est ça. Pour faire vite aussi, et donc, la deuxième bombe de Nagasaki, c'était pourquoi exactement? Là, le Japon, c'était fini, là, vraiment, et on avait déjà démontré que l'arme était hyper puissante. Donc, logiquement, c'était quoi? Ben, on trouvera jamais d'explication à Nagasaki. C'était pour s'amuser. Oui, c'est comme vous dites au Québec, pour le fun, hein? Ouais, lui a fait ça pour le fun. C'est terrible, en fait, c'est terrible, mais comme tu dis, c'est toujours des enjeux financiers, hein? Oui, puis ça reste que c'est deux bombes qui ont dû être signées par le président là, pour qu'ils soient lâchés sur le Japon. Donc, c'est l'horreur. Et on a déclenché la première de ce qui était pour être plusieurs mini-guerres comme le Vietnam, là, mais qui n'étaient pas si mini, mais c'était des guerres qui, au fond, on avait créé le communisme pour séparer le monde en deux,
pour pouvoir avoir des guerres perpétuelles basées sur l'idéologie communiste qui était opposée à celle de la démocratie capitaliste, disons, là, on l'appellerait comme ça. Mais donc, la Corée a été la première victime de ça, et la Corée n'a été qu'une guerre pour faire de l'argent. Ça n'a été que ça. 2,5 millions de morts quand même, hein? Oui, 2,5 millions de morts en Corée du Nord, et la frontière est revenue par hasard exactement au même endroit où elle était au début de la guerre. Donc, il n'y a eu aucun changement, sinon 2,5 millions de morts et des milliards de dollars au complexe militaire industriel des deux côtés, en Union soviétique, en Chine aussi, et aux États-Unis, parce que eux finançaient le côté nord et les États-Unis finançaient la Corée du Sud. Donc, ça, c'est sous Truman que ça s'est fait. Donc, il mérite amplement le titre de deuxième pire président de l'histoire américaine. Je ne lis pas comment tu le décris parce qu'il y a des gros mots dans le livre. Ah, ça m'arrive. Oui. Mais les amis, si vous voulez savoir, eh bien, il faut l'acheter. Voilà. Oui, c'est ça. Il y a des gros mots. Oui, c'est ça. Le premier président dans ton top 10 des pires, oui. on retourne chez les Républicains 2000-2008, et ça, oui, évidemment, même ceux qui ne se sont pas penchés sur la politique, ouais, ont tous en tête l'image de Bush, notamment quand il y a eu les attentats du 11 septembre dans la classe des petits-enfants. Et puis, si vous voulez savoir un petit peu plus ce qui s'est passé en détail, allez voir la capsule sur cet événement-là. On en parle dans les deux, que ce soit Guerre et mensonge ou la Dépro. Alors, lui, extraordinaire. Et donc, encore une fois, maintenant, il a 75 ans. Il a fait un petit lapsus sympa, hein, que vous pouvez regarder en boucle et diffuser. Il est dans le générique de cet épisode. Qu'est-ce que tu as envie de nous dire sur Georgie? Ben, en fait, pourquoi je l'ai placé premier, parce que, bon, il y a eu plusieurs autres présidents, dont Truman, dont on vient de parler, sous lesquels il y a eu des ignominies abominables sur la planète. Et ça a été le cas aussi sous George Bush. Mais George Bush Junior avait quelque chose en commun avec, entre autres, Macron et Trudeau, qui sont au pouvoir en ce moment. C'est que ce sont des crétins. Et je pense que c'est pourquoi j'ai mis George Bush Junior en première place. C'est qu'on a affaire à un crétin, en plus de tout ce qui se fait sous son règne. Et puis quand je dis crétin, là, c'est vraiment un quotient intellectuel en bas de la moyenne, là. C'est quelqu'un qui s'enfargeait constamment dans ses mots quand il parlait. C'était pas quelqu'un qui était très, très fluide avec la langue. C'est lui qui avait déjà parlé des internets, qu'il avait mis au pluriel, comme s'il y avait plein d'internets. We have heard the rumor on the internets. Et donc, c'était vraiment un imbécile. Et justement, la réaction que tu as parlé pendant les attaques de 9/11, alors qu'il était dans la classe en train de raconter, ça a été filmé, ce moment-là, où on lui a appris qu'il y avait des attaques, tout ça. Et le visage qu'il fait en dit tellement long sur ce qui se passait à l'intérieur, c'est-à-dire rien. Il est comme... Pour le profil de Macron, on est dans un profil qui est un petit peu différent quand même. Oui, hein. Mais oui. On pourrait faire volontiers une capsule sur lui si ça t'inspire. Évidemment, je suis sûre qu'il t'inspire beaucoup. Oui. Voilà, j'en dis pas plus. C'est vrai que George Bush, il est profondément inspirant quand on s'intéresse au crétinisme. Oui. Parce que c'est vrai, hein, je trouve que tu fais bien son regard. Tu peux le refaire? Oui, puis il y a les deux yeux rapprochés. Il n'y a pas les téléprompteurs, télésouffleurs, comme tu dis. Mais t'as raison pour Macron. Macron n'est pas le même type de crétin. Macron, c'est l'art de parler sans rien dire. Mais ça, c'est ce que Bush n'avait pas et que Trudeau n'ont pas. Trudeau n'ont pas l'art de parler, point. Là. Je veux dire, ces gens-là, ils n'ont pas grand-chose pour eux. Mais écoute, le 9/11, ça a été un coup d'État, mais contre le peuple américain cette fois-là. Il a lancé quoi? Il a lancé la guerre à la terreur en 2001, comme ça. Il a signé le Patriot Act, qui était, au fond, la permission à toutes les agences, dont la CIA, le FBI, la NSA, la permission de surveiller électroniquement toutes les conversations de n'importe qui de manière aléatoire,
Donc, on sait grâce à Edward Snowden qu'effectivement, la CIA va pas chercher des mandats auprès des juges là, pour avoir accès à ces trucs-là. Donc, le Patriot Act, c'est comme une démolition de d'une partie de la Constitution américaine qui était quand même le fondement des États-Unis, le fondement moral, idéologique des États-Unis. Et il y a plusieurs articles, il y a 4 articles de la Constitution américaine qui sont tombés avec le Patriot Act. Et après ça, ben, dans la foulée de tout ça, on a été démolir l'Afghanistan. On a été démolir l'Irak encore une fois, mais cette fois-ci pour de bon dans le cas de Saddam Hussein. Et donc, le règne de George Bush Jr., qui comprenait probablement pas tant que ça ce qui se passait, a été une suite ininterrompue de dévastation déferlée sur le monde, mais aussi sur le peuple américain. Donc, mais tu vois, ce Patriot Act, quand même, ça a été un tournant dans la façon dont on a considéré la vie privée des gens et surtout l'inversion des valeurs. Parce que tu vois, souvent, on pense pas aux impacts chez nous. En tout cas, en Europe, on se dit toujours, bon, c'est différent au Québec, mais nous, on dit toujours, oui, bah, c'est loin, tu vois. Sauf que maintenant, on y est. Maintenant, on peut être poursuivi parce qu'on est soupçonné de terrorisme. Oui. Et c'est vrai, quand tu t'intéresses à ces dynamiques d'attentats, etc., on en a parlé vraiment. Allez voir, les amis, si vous débarquez dans l'univers, parce que c'est au final, on peut tout mettre sous la même cloche, et ça permet un contrôle absolu, surtout du quatrième pouvoir qui n'existe plus maintenant avec les médias, qui sont quand même censés apporter des informations nuancées pour que les gens puissent aussi se faire un avis, avec des débats d'opinion aussi, mais au final, il n'y a plus. Et grâce à ces lois-là, comme tu dis, les constitutions, qui sont toutes au départ magnifiques, de toute façon, ça fait juste joli dans un cadre et puis dans l'inconscient collectif, mais tout le monde s'assoit dessus. Et on peut mettre en prison qui on veut. D'ailleurs, tu l'as souvent répété, des lanceurs d'alerte, des gens qui qui se trouvent l'asile dans d'autres pays parce que ils sont pourchassés comme, Et si c'est pas officiel, ça se passe tout derrière en coulisses. Et puis combien il y a eu de meurtres, combien il y a eu de Donc finalement, pour moi, c'est un tournant là parce qu'on y est là. Alors c'est sûr que ça fait, il faut toujours un décalage en temps. Mais la stratégie des petits pas, comme on dit en ingénierie sociale, elle est là aussi. C'est-à-dire que ici, en Europe, tout le monde était choqué avec le Patriot Act. Tout le monde était choqué de l'attitude aussi de Bush. Et au final, on y est. On y est maintenant, avec les lois qui sont passées en Suisse aussi, on y est. On est exactement dans le même mécanisme. C'est juste que comme on n'en parle pas. Oui, mais en même temps, pour rester positif quand même, c'est que en ce moment, ce qu'on est en train de faire, c'est que la tête, et tous les instruments de pouvoir de la tête du mondialisme, autrement dit, des globalistes, là, c'est elle qui est en train de s'effriter puis de s'éroder au vent, là. Et donc, à partir du moment où le dessus de la pyramide va s'effondrer, tout le reste va s'effondrer avec. Je pense pas qu'on va vaincre le Deep State aux États-Unis. Je pense qu'on va couper la tête du Deep State aux États-Unis, ce qui va faire que le reste va s'effondrer. Et on est en fin de course pour cet empire-là. Donc, moi, je suis toujours aussi positif que je l'étais il y a 2 ans, quand on a commencé à se parler. Et je pense encore que ça va se finir de la même façon que je l'avais annoncé à l'époque. Même je trouve c'est renforcé par rapport à ça. Mais c'est ça, c'est que on est dans le passage entre deux mondes. On est dedans, on est dans l'œil du cyclone, autrement dit, en ce moment. Donc, c'est certain qu'on peut facilement tomber dans le pessimiste, mais la fin, au-delà de cette période-là, va être beaucoup, beaucoup mieux. J'en suis persuadé. Oui, et d'autant plus qu'on sent vraiment l'émergence de 2 mondes qui sont en train de se séparer. Et on en parlera aussi dans d'autres émissions. Par contre, tu sais, quand tu me dis que tu as un bonus caché, on n'aura pas le temps de le faire dans cette capsule. Oh non! Mais oui, parce que tu sais, on est limité à 1 heure maintenant. Oui, c'est vrai. On devra en faire une spéciale sur un autre bonus caché. Mais on la fera. On la fera parce qu'il y a beaucoup à dire. Oui, c'est ça. Sur les meilleurs présidents américains et pourquoi. Ça vaut la peine. Écoute, on la fera et peut-être qu'on la fera même en direct. On verra, les amis. En tout cas, vous aurez l'occasion de suivre les nouvelles analyses de Sylvain. Je te laisse le mot de la fin, Sylvain.
Dans le fond, là, ce qui revient président après président, c'est quoi? C'est l'hypocrisie. Donc, et l'hypocrisie est créée par quoi? C'est créé par les médias. C'est que les médias nous donnent toujours une fausse impression, nous donnent toujours le bon côté des présidents, nous donnent, les présidents, de manière générale, ça a été des marionnettes et sous eux se font des atrocités par leurs agences. Ils sont pas responsables de ça, mais ils pourraient tout arrêter et ils ne le font pas. Et c'est pour ça qu'ils sont dans la liste de ces pourris corrompus-là. Les amis, on se retrouve dans le prochain épisode qui sera le chapitre 4 qui s'appelle La Grande Débandade. Ah, la grande... 14! J'ai dit 4? T'as dit 4. Ah non, 14. Oups! Ouais, non, c'est pas grave. Le chapitre 14. Je vais se refaire. On est déjà bientôt à la fin. Bon, ça tombe bien, tu as fini d'écrire le premier jet de ton prochain livre. Ouais. Donc, on va pouvoir enchaîner probablement. Oui. Alors, je vous dis tout de suite, les amis, le prochain livre, il va falloir que j'ai à peu près 10 cartes du corps et toi pareil. Mais non. Si, parce que Sylvain m'a envoyé les chapitres. Je lui ai dit, t'es sûr que t'as envie de... Mais tu veux vivre combien d'années après la sortie du livre? Dis-moi. Ah, écoute, non, mais tu m'aurais dit ça il y a 20 ans, 30 ans, j'aurais dit, ouais, peut-être que, mais maintenant, il y a tellement de gens qui écrivent sur ces choses-là. Et la plupart des trucs sont maintenant publics ou semi-publics. Oui, mais toi, la particularité que tu as, c'est que tu extrais la moelle et le nectar de tout et tu balances tout dans ta mitraillette. Et puis, quand on ouvre le livre, on s'en prend plein la tronche pendant toute la lecture. Ouais. Et c'est ça aussi, parce que c'est pour ça que les autres, ils les embêtent pas trop, parce qu'il y a pas grand monde qui va aller fouiller en détail sur chaque point, tandis que toi, tu extrais, tu synthétises et tu livres le bébé sur le plateau, tu vois. Donc, je pense qu'on est à une époque où la réalité est possible et c'est certain qu'eux essaient de la cacher le plus possible. Là, on sait, YouTube, Facebook, ils sont pas toujours chauds à l'idée d'aborder certains de ces sujets-là. Mais au niveau de la population en général, maintenant, c'est des millions de personnes qui sont réveillées, des millions, sinon probablement des milliards à l'échelle planétaire. Donc, bon, alors, nous, on reste optimistes avec toi, Sylvain. Les amis, vous regardez la barre d'infos si vous avez besoin de toutes les liens, les sources et compagnie. Hein. Comme d'habitude, vous savez faire. Vous partagez cette vidéo aux personnes qui ont envie d'être avec nous avec un bon plat de pâtes à distance. Tu sais, je tiens toujours à mon bon plat de pâtes. Hein. Ouais, tu m'inspires ça. Et puis, Sylvain nous montrera, quand ça sera prêt, son poulailler et ses poules. Oui, merci, ça sent bien. À bientôt, Sylvain. Merci, bye, les amis. à bientôt. Pour votre partage. Ciao. Wow.